Bienvenue pour ce nouvel épisode de Tailgate. Aujourd'hui, c'est votre serviteur Wake aux manettes, puisque Flav est en vacances aux Maldives, il est en train de se dorer la pilule. Donc c'est moi qui suis aux manettes, en compagnie de la fine équipe. On va commencer par Kevin. Comment vas-tu, Kevin? Bien, toujours très bien après une victoire, ma foi. Tu m'étonnes. En compagnie aussi de Spring Football News, Julien, notre jus national. Comment vas-tu? Salut tout le monde, ça va très bien. Ensuite, on a le membre de la Red Company, Steven, jeune papa. Comment vas-tu, Steven? T'as bien dormi? Alors non, j'ai pas passé une bonne nuit, mais ça n'a rien à voir avec la petite. En fait, ça me servira de leçon de pas sortir en after le dimanche soir. Parce que totalement, c'était horrible. Ce matin, c'était horrible. Mais sinon, ça va. T'es plus tout jeune, Steven, hein, je te le dis, moi. Ah, mais c'est plus de mon âge, c'est là où tu t'en rends compte, hein. Ah ouais, c'est des conneries. Et puis, pour nous accompagner, un invité spécial, receveur des Mousquetaires de Paris, qui a commencé chez les Météores, je crois, Tout qui est à fait. passé par les Barcelona Dragons, qui a joué contre moi au Téléthon il y a quelques années, organisé par les Météores, mais il s'en souvient pas. Rémi Bertin, comment vas-tu, Rémi? Ça va très bien. Écoute, encore mal partout et bien fatigué, mais bon, comme vous disiez, on peut aller que bien après une victoire. Donc, merci de m'avoir déjà, les gars. C'est cool. Merci à toi d'accepter Merci à Merci toi. de l'invitation. venir. Alors justement, on va parler de ce match. C'est vrai que tu as eu du boulot pendant ce match, non? Écoute, j'ai envie de te dire pas plus que d'habitude. Juste, on va dire que les balles sont venues à moi. C'est pas forcément le cas. C'est pas, quand t'es receveur, t'es pas maître de ton destin, ça dépend de beaucoup de choses, ça dépend de ton QB, ça dépend de ta O-line, ça dépend de ton coach, de la préparation que tu prépares, enfin, que tu fais la semaine et surtout des adversaires en face. Donc j'ai eu la chance aujourd'hui cette semaine que ça vienne vers moi, mais ça peut être moi comme ça peut être n'importe quel autre receveur et l'important c'est que ce soit qui que ce soit, qu'on réponde à l'appel, j'ai envie de te dire. Très bien, très bien. D'ailleurs, la première question pour toi, Rémi, c'est évidemment, je pense que tout le monde y pense, c'est comment on fait pour passer de la meilleure mi-temps de la saison à la pire mi-temps de la saison? C'est une très bonne question, ça. J'ai envie de te dire, je suis pressé d'être à l'entraînement demain et que une fois qu'on se soit fait crier dessus, on sache un peu mieux. Mais non, je pense qu'écoute, Berlin s'est réveillé comme il fallait en deuxième mi-temps. Je pense qu'ils ont eu de la chance de marquer 2 TD un peu faciles contre notre défense, que notre défense aurait eu plus l'habitude d'arrêter en temps normal. Mais c'est le football. Ils sont adaptés. Ils ont vu aussi là où c'est qu'il y avait des faiblesses et des failles et ils ont su les utiliser. En offense, on a été un peu moins bon qu'en première mi-temps, notamment sur euh, ce fumble qu'on perd sur un snap. Ça nous coûte cher, ça nous coûte très cher. On met la défense dans une mauvaise position. C'est jamais bon pour eux. Hein. On ne facilite pas le taf de la défense lorsqu'on rend la balle sur les 40 ou les 50 yards. Et surtout que la première mi-temps, ils nous ont fait que nous rendre la balle sur le 50 yards. Donc c'est aussi grâce à eux qu'on a pu briller en première mi-temps. Et je pense qu'on n'a pas su marquer les points qu'il fallait en attaque pour aider la défense de l'autre côté qui avait un peu plus de mal contre Berlin qui forcément se réveillait parce qu'il ne faut pas oublier quand même que c'est une bonne équipe. Je pense qu'ils ont pas joué à leur niveau forcément contre nous. Et puis je pense qu'on était très bien préparés aussi. Il ne faut pas non plus se rabaisser, c'est pas du tout le cas. Mais c'est une très bonne équipe et ils sont capables de très bonnes choses. Donc c'est aussi normal qu'il y ait de la compétition contre eux. Quoi. Et tu vois, moi, j'en parlais un petit peu là avant de démarrer, mais je pense pas que ce soit une des pires mi-temps. En fait, pour moi, vous avez, Paris a continué à dominer, mais il y a eu à chaque fois ce jeu qui a fait que soit vous avez reculé, soit il y a eu le turnover, etc. Mais au final, l'attaque, c'était quand même assez fluide. Enfin, on a eu des drives et des mi-temps bien pires que ça pour moi. Je vois, typiquement, je sais plus
quand, mais bah si, c'était il y a 2 Il y avait semaines, je celle crois, un de truc comme ça. Cologne qui était un peu l'inverse, où Cologne, Ouais, ça commence mal et ça se termine très bien, tu vois. ouais, je suis Ça- totalement d'accord. J'avais la sensation vraiment là que ça avançait pas. Alors qu'hier, pour moi, ça avance, mais il y a ce truc-là qui fait que bah, ça s'arrête et ça recule fort. Et, bah, et puis même en défense, le Tosh-Posh là, qui Ouais. TD, C'est très bien. voilà, ouais. c'est peut-être pas chanceux, mais voilà, Ouais. quand même, ils Le ont eu de play est la réussite. impressionnant. Hein. Au ralenti, tu regardes, il y a Cal Kitchens, il chope le gars et il le retourne comme un Il le sac à remet patates direct sur le et jeu, ouais, il continue sa course. Enfin, c'est impressionnant. Toi, c'est Cal Kitchens, le gars, déjà, c'est un monstre en défense et il te fait ça sur des snaps en attaque, mais c'est incroyable, quoi. Pour Ouais, moi, c'est- Berlin a eu la réussite qu'ils n'ont pas eu en première mi-temps, mais c'est pas une mauvaise mi-temps de Paris. Ouais, je suis d'accord avec toi. Puis c'est pareil, en fait, je pense que le score qui, au final, est serré, reflète pas forcément la confiance, la sérénité que nous, on avait, en tout cas. On savait que, enfin, ils étaient en train de remonter, mais pour autant, on n'était pas en panique. On était toujours un peu maître de notre destin, quoi qu'il arrive, on était toujours devant. Et de toute façon, c'est aussi ça le football. Enfin, c'est un combat de boxe. Si l'adversaire il commence à arrêter de jouer à la première mi-temps, c'est pas marrant, quoi. Donc tant mieux, j'ai envie de dire, et vraiment tant mieux pour le futur, parce que ça nous prépare, ça nous montre qu'on a encore tellement de choses à travailler et que le meilleur reste à venir. C'est clair. Et moi, j'ai une question que je pose toujours à tous tes coéquipiers depuis qu'ils sont venus sur le podcast. C'est comment on explique et comment tu expliques que vous n'arriviez pas à faire, encore une fois, un match de 60 minutes de très très haut niveau pendant 60 minutes, en fait. Comment je l'explique? Je l'explique que c'est un processus, je pense, principalement. Je vais parler pour l'attaque parce que pour la défense, c'est totalement une philosophie différente et j'ai pas forcément le nez dedans, vu que moi je joue receveur, mais en attaque, c'est vraiment c'est un long processus qui commence en off-season, qui commence déjà l'année dernière, des fondations qu'on a construites. Mais c'est dur et c'est long. C'est très long à construire et c'est une alchimie qui met vraiment du temps, je pense, pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Donc on a beau avoir, on a un talent, on a un roster tout le monde le sait, on s'en cache pas, qui est très talentueux. Mais ce qui nous manque, ce qui nous manquait et ce qui commence à plus trop être le cas, c'est une alchimie et une confiance aveugle dans la personne qui est à côté. Lorsque le QB a une confiance aveugle dans ta O-line, qui du coup tes receveurs ont une confiance aveugle, ils savent que le ballon il va être là ou là, etc. Que les coachs ils nous préparent de la manière la plus optimale possible. Chaque semaine, en fait, on rajoute un petit pourcent ou 2 petits pourcents d'amélioration comparé à la semaine d'avant. C'est très minime, mais petit à petit, en fait, c'est comme ça qu'on va réussir au final à avoir, je l'espère, 60 minutes où on va dominer de A à Z. Mais encore une fois, dans tous les cas, si tu regardes en NFL ou où tu veux, même les Super Bowls, tu n'as aucune équipe qui domine de A à Z pendant 60 minutes. Tu n'as aucune équipe qui domine et qui écrase l'équipe adverse. Bon, peut-être les Patriots fut un temps, ou les Chiefs, mais à la limite. Mais même les Chiefs, tu regardes contre les Eagles il y a 2 ans, ou tu regardes cette année contre les Niners, ils ont aussi subi. Donc je pense que c'est normal. Et justement, en fait, ce qui fait la force d'une équipe, c'est de pas paniquer, en fait. C'est de vraiment savoir tes moments forts et surtout tes moments faibles. Parce que lorsque tu es dans un moment faible, en fait, te reconcentrer et savoir, OK, mon meilleur niveau, il est là. Là, je suis là. Mais je sais ce qu'il faut faire pour remonter là, en fait. Moi, Donc, je rebondis sur, excuse-moi, Rémi, je rebondis t'en sur prie. sur ce que tu viens de dire, justement, sur cette histoire de confiance entre le QB et la O-line. Ça s'est vu, si je dis pas de bêtises, surtout sur un des 2 TD d'Hugo, si je dis pas de bêtises, où justement, autant l'année dernière, ici, bon, on sait qu'il y avait eu des petits problèmes d'O-line, surtout en début de saison. Là, tu le vois, les blocs, ils sont tenus très 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 longtemps. Et à un moment donné,
si c'était l'année dernière, je pense que ouais, il se serait mis à courir parce que la pression serait arrivée à droite, à gauche, etc. Là, il y a une confiance. À aucun moment, le gars ne, comme tu dis, ne panique, voilà, ne fait n'importe quoi. Et bah, Hugo, il se démarque et Mhm. ça permet le TD. Mais justement, cette confiance-là, moi, en tout cas sur le match-là, c'est cette action vraiment qui m'a marqué, quoi. Ouais, totalement, je suis d'accord avec toi. La O-line, enfin, non pas que l'année dernière était horrible, enfin, c'est pas le cas, mais Non, mais il y a vraiment C'était un une première année développement. dans la ligue aussi, il faut le voilà, en dire. fait, Ouais, Il y avait voilà. des, il y avait puis, des vétérans, il y avait un peu des nouveaux. et puis on reste, tu sais, on reste des Français et notre force, c'est pas les lignes, enfin, c'est pas la O-line, ça n'a jamais été le cas parce que, je sais pas, c'est un problème de philosophie, c'est un problème de mentalité, j'en sais rien, mais en tout cas, le taf que coach Booker il fait avec la O-line, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est vraiment un coach exceptionnel qui est passé par la NFL, etc. Mais qui, en plus de son savoir footballistique, il a une pédagogie il sait s'adapter vraiment, en fait, qui s'adresse à une O-line française. Et vraiment, enfin, chaque entraînement, tous les O-line, ils progressent. Il n'y a pas un O-line qui ne progresse pas. Mais c'est Donc, pour ça que, ouais, tu vois, je suis pas vraiment aussi sur le même point de vue que Wake, on va dire, sur les 60 minutes de football, mais après, je pense qu'on se comprend là-dessus tout le monde. C'est le fait que de toute façon, 60 minutes de football, c'est long, c'est physique, peu importe le niveau des ligues. Et nous, de ce qu'on analyse podcast en podcast avec les invités qu'on a, c'est de dire que de toute façon, oui, l'équipe, elle est complète, il y a de la profondeur à tous les postes, il y a beaucoup de rotation. C'est aussi peut-être pareil une dernière équipe qui peut se permettre voilà, de dire c'est chacun va faire sa prestation dans le match et c'est un travail d'équipe. Et comme tu dis, il y a le travail des coachs, des joueurs, de tout le monde. Et même si il y a un moment dans le match, vous leur mettez 35-0 au début de deuxième mi-temps, bah, derrière, ouais, vous prenez 27 points, mais en fait, vous les empêchez pas non plus de dire ouais, c'est eux qui vont dominer. Le game plan, il paraît pas paniqué. On garde son sang-froid. C'est des matchs intéressants à prendre parce que quand ça sera les playoffs, on voudra avoir eu une expérience comme ça. Dire, ok, peu importe qui vous allez jouer en playoff, vous allez arriver avec un mental qui aura été bossé en saison et tout. Et c'est des matchs, ouais, c'est sûr, en tant que fan ou en tant que n'importe qui, on voudrait dire Paris domine un peu plus son match, surtout contre un adversaire. Voilà, ça là, c'était Berlin, c'était quand même un poil au-dessus des deux derniers précédents. Le prochain, c'est Madrid, qui fait une très bonne début de saison en ELF. Donc, peu importe, c'est vrai que bon, on aimerait voir du bon football pendant 4 temps, mais en fait, à la fin, c'est comment l'équipe s'adapte à la rivalité de l'adversaire. Puis c'était Berlin en face, faut pas oublier qu'ils ont fait. Ouais, voilà. Ils perdent de 5 points face aux Vikings, de 3 face au Rheinfire. C'est pas n'importe quoi. Donc quand tu leur plantes 28 points en une mi-temps et 35 en 35 minutes, ouais, c'est que bon, quand même, on a quand même du niveau, quoi. Donc, C'est bon, pour ça c'est que, c'est pour ça après. que j'ai dit que la première mi-temps, c'est la meilleure mi-temps de football des Oui. Mousquetaires que j'ai vu de la saison. Et justement, ce 28-0 qui se transforme ensuite en 35-0, est-ce que toi, Rémi, tu penses que c'est plus du fait que les Mousquetaires, que vous avez été à un super haut niveau, ou parce que Berlin a été moins bon que face au Rheinfire et à Vienne, par exemple? Je dirais pas qu'ils ont été moins bons. Je pense principalement que dans tous les cas, ce qui fait notre force, c'est qu'on se soucie vraiment peu de qui est en face de nous. C'est que, en fait, enfin, ce qu'on fait, tout ce qu'on met en place, c'est juste à propos de nous. Donc, à partir du moment, en fait, où on exécute vraiment de la façon dont on doit exécuter, on sait que peu importe la défense qui va être en face, on va avoir les solutions. En tout cas, je parle pour l'attaque. On aura les solutions. Et en défense, c'est pareil. Si la défense reste focus sur ses assignations et exécute, il y a peu d'offense qui peut rivaliser. Et s'ils le font, c'est qu'ils sont aussi exceptionnels. Mais c'est pas pour autant qu'on n'aura pas du répondant après. Donc c'est pour ça que je pense que c'est pas. Enfin, là, c'est tombé contre Berlin, mais on a fait une très bonne mi-temps. Et c'est pas parce que c'était Berlin, c'est parce que nous, on a exécuté. Je pense qu'on a eu très, très, très peu de déchets. J'ai pas encore eu tous les feedbacks des coachs offensifs, mais on a vraiment eu très peu de déchets. Donc, c'est normal qu'on ait réussi à mettre 35 points et je pense qu'on peut encore faire beaucoup mieux. Et c'est ça qui est encourageant, surtout.
Et c'est vrai que du côté de Berlin, ils avaient quand même un gros absent en receveur. Ils n'avaient pas Robin Wilczek. Ouais. Donc, ils jouent avec surtout Aaron Jackson. Je crois qu'en 3/4 temps, ils mettent que 6 yards au sol. Alors que bon, Jacob Sullivan, il peut courir. Ils ont aussi des bons running backs. Mais en fait, la défense de Paris, c'est une des meilleures contre la course. Au final, c'est ça, comme je dis, c'est le game plan. Ça marche bien. C'est une équipe Berlin qui est aussi en reconstruction avec le projet avec Jacob. Et puis bon, ça prend du temps un peu pour toutes les équipes de se lancer. Vous avez eu 2 bye week, il y en a, ils n'ont même pas eu encore. Donc voilà, chaque adversaire est abordé aussi par rapport à des points de vue comme ça du calendrier. Mais c'est une équipe, on sait que Berlin, voilà, c'est un bon niveau en ELF. Et ce qui est intéressant avec Paris cette année, c'est que peu importe l'adversaire dans une conférence Ouest qui est piment, c'est adversaire après adversaire, ça arrive et vous jouez votre football et ça passe quoi. Et chaque semaine, on découvre un peu des nouveautés comme là le trick play et tout. C'était sympa à voir et on voit qu'à tous les postes, ça se développe quoi. Avec un gars comme Jordan Genmark-If qui joue linebacker mais qui est aussi un monstre en running back. C'est là où vous pouvez surprendre les équipes, c'est qu'en fait, il y a des couteaux suisses sur plusieurs postes et ça peut surprendre un peu dans le match quoi. En parlant du trick play, tiens, on a Rémi qui est à la base receveur, mais en fait il est aussi punter, holder, et il ajoute une corde à son arc. Maintenant il est quarterback. Tiens Rémi. Alors j'ai remarqué que le trick play, c'est exactement le même qui a été joué l'année dernière avec Kyle Sweet pour Adria Botella Moreno. C'est exactement le même, sauf qu'on a changé les joueurs. Alors parle-nous un peu du trick play s'il te plaît. Ouais, le trick play, je suis pas sûr qu'il y ait grand chose qui ait changé par rapport à l'année dernière. En fait, c'est tout simplement donc, une formation balancée en duo. Et donc, la relancée se fait sur le tight end. Donc, côté tight end, tu as le receveur en retrait qui va être en motion orbit, qui va vraiment prendre de la profondeur pour pouvoir relancer. Et sauf qu'au final, généralement, la défense, forcément, il croque sur ça. Surtout quand il voit le tight end, il pense que le tight end est là pour bloquer. Donc, assez facilement, il se retrouve libre dans le flat entre 5 et 10 yards, quoi. Mais ouais, c'est un jeu qu'on aime bien, c'est un jeu qu'on sort peu, mais on a plein de petits trucs en réserve qu'on sort. Il y en a d'autres. Qu'on sortira peut-être jamais, et tant mieux, mais ne vous inquiétez pas, on a beaucoup de choses sympathiques. Et ça fait quoi de lancer un TD à Jambouin alors du coup? C'est cool, écoute, c'est mon premier à Jambouin. Après, j'ai eu la chance de jouer QB quand j'étais en junior en équipe de France, tout ça. Donc ça me rappelle des bons souvenirs, on va dire. Mais c'est cool. Franchement, ça rajoute une stat sympa à la journée qui arrive peu souvent. Donc c'est très cool. Et puis ça finit bien surtout. C'est ça, ouais, faut pas te faire intercepter, sinon tu le verras plus le ballon. Là, il y en aura plus. Exactement. Comment ça se passe, toi, ta saison, ta deuxième année avec Paris? C'est quoi la différence de jouer contre la défense de cette année avec des gars comme Chandler Jones, des gars comme Jordan, je disais, ou même Maceo, tu vois, Deepoy. Donc, c'est quoi le step-up dans la préparation de l'attaque et dans le passing game contre une bonne défense? Déjà, c'est très on va dire, mais on s'entraîne presque jamais contre les défenses qu'on va jouer. On le fait, on a une toute petite période dans les entraînements, mais on va dire que 80% de l'entraînement, on s'entraîne contre nos défenses parce que justement, en fait, si on peut jouer contre nos défenses, on estime qu'on peut s'adapter et faire l'exécution contre toutes les défenses, en fait. Et déjà, côté receveur, ce que je peux te dire, c'est qu'on a un squad déjà l'année dernière qui était bon, mais cette année qui est vraiment encore meilleur. Donc, déjà, il y a une grosse compétition. Il y a eu un gros camp d'entraînement où c'était la guerre. À tous les postes. C'était la guerre contre les postes en face, donc les corners, les DB, etc. Chaque entraînement, il y a de la compétition. Il y a très peu d'entraînements où on ne fait pas des 1 contre 1. On passe pas vraiment du temps à justement à aiguiser nos armes, j'ai envie de te dire. Et ouais, je vais citer juste Maceo, mais c'est un des rares joueurs que j'ai connu dans ma carrière qui a autant la tête dans le foot. Donc forcément, quand tu joues en fait contre des gars comme ça, toi, tu es obligé aussi de ton côté de step up, d'être préparé, parce que sinon, tu vas te prendre une branlée, tu vas te mettre à l'amende. Et c'est pareil pour les autres joueurs qui sont en défense. Ils ont tous un niveau. Et en fait, en faisant comme ça, nous, on rend les 10 000 meilleurs, eux, ils nous rendent meilleurs. Et c'est pour le meilleur, quoi.
Mais ouais, l'escouade de défense, en tout cas, elle est vraiment incroyable. Elle est très dure à jouer. Et j'ai presque envie de te dire que dans l'intensité ou dans le talent, très souvent les entraînements ils sont plus durs ou aussi durs que les matchs. Oh, surtout, quand on voit comment joue Amir Kilani ou Edgy Saïd en match, on se doute que de toute façon, c'est des gars, ils envoient H24 à l'entraînement. H24. On imagine. H24, c'est vraiment. Je pense que limite, on fait plus de jeux en entraînement qu'on fait de jeux en match. Donc, vraiment, on se tue à la tâche et enfin, là, tout le monde se tue à la tâche. Et c'est ça qui est bien. Et c'est ça qui est dur aussi. Et vous avez d'autres questions sur le match d'hier ou pas, les gars? Non? Non, alors si, peut-être une, c'est du coup le fait qu'on prenne 27 points, est-ce que c'est pas aussi d'un côté, on mène de 35 et donc inconsciemment on se relâche un petit peu, alors même si c'est pas forcément inconsciemment, mais en prévision des matchs ou machin, on se relâche un petit peu et du coup Berlin reprend le dessus et là après une machine s'enclenche et on se fait peut-être un peu prendre du coup sur ça. Parce que non, c'est juste qu'ils ont été bons. C'est possible, j'ai envie de te dire. J'ai pas ressenti en tout cas un relâchement spécial en attaque. Je sais que de l'autre côté, ils ont mis des points, donc forcément, ils nous rattrapent, etc. Mais on a continué de driver. Je pense qu'il y a eu, heureusement, il y a eu un relâchement mental de ma part où j'ai fait un offside sur un deuxième count, enfin sur un compte, sur un snap sur 2. Donc, tu vois, c'est le genre typiquement de petits détails qui peut pourrir un drive et qui peut pourrir ton match parce que tu rends la balle à l'adversaire dans des conditions favorables, tu vois. Donc, alors que tu as fait un match avant ça qui était convenable en offense, sans erreur technique ou d'assignation. Il suffit d'un petit grain de sable pour que, au final, les autres ils aient une chance et ça reflète pas du tout la physionomie du match de leur côté. Mais en dehors de ça, je pense vraiment pas qu'il y ait eu de très gros relâchements. Effectivement, forcément, quand tu mènes tôt, c'est plus dur de gérer une avance large que c'est dur de gérer juste un match à physionomie normale, c'est-à-dire un ou deux TD d'écart et tout le monde essaye de se rattraper, tu vois. Je pense que forcément, c'est quelque chose qu'on n'avait pas en plus eu l'occasion d'avoir cette saison, il me semble pas. Non. Il y avait eu Cologne qu'on a justement mal commencé. Non, on a bien eu de gros comeback quoi, comme ça. Mais il y a pas eu toujours très bien démarré. Le plus gros écart, c'est contre Hambourg, mais sinon, oui, c'était pas de ce niveau-là, quoi. Ouais, voilà, tu vois, même si tu prends Francfort l'année dernière chez nous, c'était plutôt un combat de boxe où on se rendait TD sur TD et ça finit sur un field goal, tu vois. Donc, je pense que c'est un peu la première fois où il y a un comeback comme ça. Donc, à voir. Mais moi, ce que je trouve dommage, justement, sur ce comeback, après, tu me donnes à ton avis, c'est que du coup, on aurait pu penser que milieu, voire fin du troisième quart-temps, début du quatrième, on aurait pu faire tourner l'effectif et faire entrer les deuxièmes, entre guillemets, les backups, pour éventuellement reposer les starters pour les échéances qui arrivent, qui sont ultra importantes. Ouais, mais après, déjà, je pars du principe qu'il n'y a pas de backup dans l'équipe. Tous ceux qui sont pas sur le terrain, ils ont la capacité d'être sur le terrain, donc c'est sûr qu'on préfère avoir une rotation qui est saine et faire rentrer tout le monde, mais ouais, je pense que ça n'a pas été le cas, justement parce qu'au final, à 5 minutes de la fin, ils étaient à 8 points, quoi. Donc à partir de ce moment-là, c'est compliqué, je pense, pour les coachs de penser qu'on peut faire reposer des joueurs pour faire rentrer d'autres. C'est sûr que c'est dommage, mais... Et le fait de ne pas avoir de bail, là, justement, alors vous avez fait les 2 bails en 5 week-ends, c'est un peu déconnant. Le fait de ne pas en avoir là, jusqu'à la fin de la saison, est-ce que pour toi, tu sens que qu'il y a un moment où tu vas avoir du mal ou au contraire, tu es confiant? On le savait depuis le début. Hein. On savait depuis le début de la off-season, pendant le camp d'entraînement, que ça serait comme ça. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a profité vraiment de la première semaine pour s'entraîner plus que les autres et de la deuxième semaine pour lever un peu le pied pour justement essayer de réparer les petits bobos. Mais dans tous les cas, j'ai envie de te dire qu'une saison de 12 matchs, que tu aies les bye week qui s'enchaînent ou pas, ton corps il est cassé au 3e match. Tout le monde, et ça c'est pour toutes les équipes. Donc je pense pas ça nous affecte plus que ça. Je pense
Je pense qu'on a tout ce qu'il faut côté prépa physique avec Arnaud Vidalaire ou avec tous les médecins, avec Momo, etc. pour nous aider du mieux qu'ils peuvent. Mais je pense pas que c'est un impact. Je pense que dans tous les cas, c'est un sport que enfin, tous les week-ends, tu prends un petit accident de voiture, Oui. tu mets 2-3 jours à t'en remettre, que tu sois en bye week ou pas, ça change pas grand-chose, je pense. Et le fait justement après, par la suite, d'enchaîner les déplacements, est-ce que ça, vous l'appréhendez pareil de la même manière ou pas du tout? J'appréhende surtout que c'était super cool de commencer par tout à la maison. C'était une chance surtout. Est-ce que c'est une malchance d'enchaîner tous les matchs à l'extérieur? Non, je pense pas. Je pense que c'est différent, mais c'est cool aussi. Je pense qu'il vaut mieux jouer à la maison en début de saison que à la fin, et comme ça, on a une bonne fiche pour mieux finir après à l'extérieur. Mais non, généralement, on est assez bien organisé dans nos déplacements. Que ce soit en bus ou en avion, on s'organise bien. Les coachs et toutes les personnes qui aident à l'organisation, ils font ça très bien. Et on a toujours à manger, on a toujours notre temps de repos, etc. On a toujours notre process de stretching et de vidéo etc. en déplacement. Donc ça n'a pas un énorme impact. Après, c'est sûr que c'est plus simple de jouer à la maison. On va pas se mentir. Et du coup, vous allez arriver combien de temps avant à Madrid? Vous allez arriver le samedi ou peut-être un peu Je plus tôt? pense qu'on arrive la veille, ouais, samedi. Je pense qu'on arrive la veille et on part après le match ou le lendemain tôt, généralement. Avec une grosse chaleur, hein. Je sais pas si vous avez Ouais, regardé un peu là, mais ils annoncent entre 35 et 37, hein. Sachant que le stade à Madrid, t'as 0 part d'ombre. ouais. Ouais. Et ils ont Plein avancé le cagnard. match à 1h. Ouais, en plus c'est à 1 heure, c'est plein cagnard, c'est... Eh ben, ça sera l'occasion pour mettre la clim dans le stade. Exactement. Oui, dans un stade ouvert, oui, tant qu'à faire. Non, mais Ouais, puis- non, c'est Paris qui va mettre la clim. Oui. Une clim de sportif. Non, mais Zach, il a l'habitude de jouer. Il a l'habitude de jouer dans la chaleur, Zach. Mais toi Oui, aussi. du Minnesota. Il a passé 2 ans à cuire sous le soleil à Barcelone, Ouais. à 40 degrés. C'est vrai. Là, il est chaud, il sort d'un match à 180 yards. Et ouais, il Il est n'y a bouillant. pas de souci. Puis de toute façon, il va avoir aussi chaud de nous en face, hein. C'est juste que Il est solide, le bonhomme. on a déjà commencé à boire pour ce week-end, quoi. On va commencer à s'hydrater tout de suite, là. Double ration d'eau. Ouais, compliqué. Mais bon, ça va cramper. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir aussi une profondeur de banc importante et de qualité surtout. On peut avoir une rotation, on va très certainement même voir une rotation plus saine qu'au dernier match. Et justement, comment, du coup, parlant du match de Madrid, comment vous et toi, vu que tu es là, comment toi tu abordes ce match face à une équipe qui, même si elle est nouvelle, s'impose déjà comme l'une des toutes meilleures de la Ligue? Comme tous les matchs. Comme tous les matchs, c'est-à-dire c'est à propos de nous. C'est à propos de nous, on va faire tout ce qu'on fait comme d'habitude, on va break down ce qu'ils font en défense. On va voir c'est quoi leur qualité, on va voir c'est quoi leurs défauts, on va voir c'est qui les joueurs à attaquer, leurs points un peu plus faibles, et on va faire notre game plan tranquillement, et on va surtout se concentrer sur nous, comment exécuter le game plan. Donc tant mieux que ce soit une bonne équipe, j'ai envie de te dire, parce que en tout cas, jouer contre des équipes suisses ou je sais pas, c'est pas intéressant. C'est pas du beau challenge. Là, c'est du beau challenge. C'est une équipe nouvelle, mais qui remplit avec brio cette nouvelle année, enfin cette première année qu'ils ont. Donc c'est super cool. En plus, avec Zach, on va jouer contre des anciens joueurs avec qui on a joué, etc. à Barcelone ou autre part. Enfin, qu'après ils ont joué autre part, mais ça va être très cool. Et puis, je pense c'est une équipe super bien coachée, des coachs de qualité en face. Donc, je suis pressé aussi de voir qu'est-ce que eux ils vont nous pondre pour nous stopper et puis pour nous marquer des points. Ça, c'est J'espère que intéressant. ça va être un beau challenge. Ouais, ça va être un beau match. J'ai pas de doute sur ça. On va prendre le taureau par les cornes. Exact. En plus, on n'est pas en période de corrida, là, en Espagne, que je dise pas de bêtises. Il n'y a pas de spécialiste de l'Espagne ici. Toi, Rémi, tu as passé 2 ans. Je sais qu'à Nîmes, ça va comme Ça y côte. est, Wake, il demande souvent aux gars qui ont joué en Allemagne s'ils ont appris des mots d'allemand.
et ils ressortent avec 0 mot d'allemand. Alors, toi, qu'est-ce que tu ressors de la culture que tu as pu avoir à Barcelone? Moi, Tu as ramené quelque chose de là-bas sur Paris? les tapas et on va rester là. Des bonnes adresses de Voilà. nourriture. On reste dans le soft. Hein. Exact. On reste politiquement correct. Ok, les gars, vous avez d'autres questions pour Rémi? Bah non, C'est moi bon. c'est bon. Ouais, Ok, nickel. ok. Bah écoute Rémi, on te remercie de ta disponibilité. On te souhaite de marquer plein de télé dimanche. Et tiens, on fait à chaque invité. Si tu marques un TD, tu dois nous faire une petite dédicace à TFA. On te laisse décider. Hein, ta petite Et télé doit Jason, rester il l'a pas fait. Hein. dédicace. Jason nous l'a mise à l'envers. Clairement, On c'est la va même pas chose. se mentir. Donc, on compte sur toi, Peut-être qu'on me Rémi. propose un schéma. Pas de souci. Et Pas de si tu as souci, besoin ça d'un sera virement avec pour le plaisir. maillot, n'hésite pas. Eh ben, je vais contacte me Flav renseigner. qui. Ouais. Je vais me Et, renseigner. Je vais me renseigner. je paye les frais de port ou même le maillot volontiers. Je vais me renseigner du mieux que je peux. Mais je suis malheureusement pas décisionnaire sur ça. Ouais, c'est pas. J'aimerais bien. Et Kevin prend le maillot, moi je prends le casque. Le casque est beaucoup trop beau. En or ou en blanc? Ah, c'était stylé. Ah bah honnêtement, n'importe, hein. Mais c'est vrai peu que importe. franchement, le franchement, dernier, la tenue là, d'hier, ouais. Enfin toute la tenue d'hier, elle est canon. Ouais, t'es cool. incroyable. Elle était vraiment cool. Ok, très bien Rémi, merci à Bah, toi. merci, Et puis, Rémi. Merci on à se vous. dit bonne soirée. Merci Ah bah, beaucoup merci à Bonne toi, soirée. Rémi. Merci. pour votre invite, c'était cool. Pas de Bon, moi, je soucis. compte Madrid. Merci à toi. Salut. Ciao. Salut. Salut. Et bon, Ah, on va pouvoir parler du MVP du coup peut-être. Ouais, on a bien fait le tour du match. Avant que vous ayez d'autres points à reparler. Sauf si vous avez d'autres points, oui. Tiens, on va Parler de Berlin, le- moi, juste un mot Vas-y. sur Berlin. Parce que Vas-y, c'est vrai vas-y, un qu'au mot sur final, Berlin. de leur mettre 28-0 en une mi-temps, quand on regarde, en fait, pendant la première mi-temps, ils ont vraiment du mal. Comme je dis, il y avait Wilczek qui était absent du côté, c'est le receveur numéro 10, qui était un très bon receveur, qui avait plus de 900 yards l'année dernière. Donc, ils ont essayé de faire comme ils pouvaient. Et Aaron Jackson fait pas une bonne première mi-temps. Même ses retours, il est sur retour kick-off return. Il y a quelques retours, c'est pas top. Et ça, tout s'améliore en fait pour lui en deuxième mi-temps. Donc pareil, tu vois, on disait pareil en début de saison, ils entraient mal dans les matchs, ça manquait un peu de drive, d'opening drive punchy. Et là, c'est un truc depuis 2-3 matchs, tu vois, pareil, ils sont bien, ça t'enchaîne les touchdowns drive après drive. Et Berlin, tu vois, qui a un bilan, là, 4-4, quoi. Ils sont encore en train de tout construire un peu comme ce que nous on parlait d'émission en émission, quoi, pour Paris, quoi. Et bah, tu regardes en plus le premier drive qui se conclut par un TD, tu grappilles genre quasiment 6 minutes, je crois. Ouais, Donc, quand on 6 parlait minutes. de drive Ouais. construit avec des petits jeux, etc., comme disait Wake souvent, J'ai et le bah là, temps. justement, c'est quelque chose que tu as ancré depuis les 2 derniers matchs au moins. C'est ce qu'ils ont fait, ouais. Clairement, toute la première mi-temps, ils ont découpé la défense de Berlin. Alors bon, la défense de Berlin n'est pas la meilleure de la ligue, ça il faut quand même Ouais. se le rappeler. Même s'il y a quelques chances. Même s'il y a Non, mais- quelques non, chances, mais tout à fait. Mais il faut le faire. On a été méthodique. On a été méthodique de A à Z en première mi-temps. On était inarrêtable. Alors, ça aide de commencer, comme l'a dit Rémi, sur les 50 yards parce que le kicker en face, en tout cas le punter, voilà, ne semblait pas être le meilleur athlète de la ligue. Mais, et ça, je suis vraiment politiquement correct parce que. Ouais, c'est la soirée politiquement correcte. J'en parlais en off avec Kevin, c'est un backup linebacker qui faisait les punts et c'était vraiment des punts. Mais même linebacker, j'ai du mal à y croire. Même linebacker, j'ai du mal à Je croire. pense que c'est first string de l'équipe. Et en fait, vu que leur kicker numéro 1, Dominique Eberle, il est sur hier, je sais qu'ils ont re-signé un mec, il a peut-être joué les extra points là. Tu vois, il y a même un extra point qui est bloqué. Mais c'est vrai que là, sur les punts et le kick-off, c'était lui. Et c'est des punts horribles. C'est un kick-off qui fait penalty et un flag. Non, c'était compliqué. Mais c'est pour ça que oui, on a été chirurgical, littéralement en première mi-temps. En deuxième, bon, alors peut-être que on avance, mais je persiste à dire que on peut pas mettre que 7 points en mi-temps. Tu vois. Moi, je persiste à dire que c'est clairement insuffisant. Parce que même si tu marques sur 3 drives, donc que tu mettes 21 points, le match, il est plié milieu du troisième carton.
Et là, au il final, manquait tu un te drive. retrouves, à devoir stopper. Ils ont le ballon pour égaliser, en fait. Donc voilà. Complètement, ouais. Donc c'était un épique comeback de Berlin. Et heureusement que la défense. Alors, il y a le holding qui est bien, mais heureusement que la défense s'est réveillée, quoi, sur le dernier drive. Et au final, voilà, j'ai la stat, Berlin a le ballon 20 minutes, Paris 37 minutes. Hein. Ouais. Non, mais si tu regardes Et même les sur 3 autres, c'est qui? la stat de. Oui, j'avoue, oui, je suis en train de voir, parce que tu vois, j'ai les stats du truc ELF sous les yeux, mais je me dis, merde, ils ont oublié 3 minutes à quelqu'un. Ou alors parce qu'ils les ont rajoutés à Paris, ou parce que, tu vois, j'ai dit que là, Edward était à 182 yards, eh ben, quand on regarde hier, il est à 174, hein, donc les stats arrivent au compte-gouttes Mais pour c'est ça. l'émission. Donc oui, C'est bon, comme les mais votes aux États-Unis, que c'est je état pense par état. ça. Mais je pense que c'est représentatif. On va dire, sur la première mi-temps, le premier first down de Berlin n'arrive qu'à 5 minutes de la pause, quoi. Imagine, quoi. Oui. Ils en Et mettent deux d'affilée. moi, je sais pas, vous l'avez vu, ce match-là. Moi, j'ai l'impression que au niveau de l'attaque, on savait qu'on pouvait, voilà, on savait que Berlin mettait de la pression, notamment avec Kitchen, etc. Et j'ai l'impression que, en tout cas, surtout sur la première mi-temps, parce que deuxième mi-temps, bon, voilà, à certains moments, on acceptait cette pression-là. On acceptait le fait que on allait être sous pression. Et à ce moment-là, deux, trois fois, il l'a fait, Edwards. Voilà, tu laissais la pression arriver, surtout sur les extérieurs, et derrière, ça libérait l'axe du terrain. Et Edwards pouvait courir ou alors faire des passes comme pour Hugo, etc. Je sais pas comment vous l'avez vu. Oui, il y a eu ça. J'ai un jeu en mémoire où pareil, ouais, c'est ça, où t'as l'impression qu'il arrive, il lance au dernier moment. Mm. Je sais plus si la balle est captée, mais oui. Ouais, deux, trois fois, il l'a fait ça. Un truc comme ça. Après, des fois, tu lances tard parce que tes receveurs sont pas forcément ouverts tout de suite aussi. Hein. Donc ça peut être aussi le temps que le jeu se développe. Et que si c'est des tracés un peu plus longs, bah, ça met plus de temps. Donc si tu as besoin de plus de temps, il faut que ta ligne, elle tienne. Donc c'est vrai qu'en première mi-temps, la ligne, elle a fait un excellent taf sur Kyle Kitchens. Je crois même que sur un jeu, alors je pense que mes yeux ne m'ont pas trompé, mais à un moment, il y a carrément 3 linemen sur Kyle Kitchens. Donc là, tu te dis, bon, bah, ils ont comme game plan de ne pas se laisser battre par Kyle Kitchens. Mais il s'est quand même un peu réveillé en deuxième mi-temps. Hein, il a eu des plays un petit peu impactants, puisqu'il a 2 pénalités, 2 holdings sur lui. Et je crois qu'il doit avoir peut-être un sac ou. Il y a 1,5 sac. Voilà, tu vois, il était dans le il a été présent un peu plus souvent dans le backfield en deuxième mi-temps. Donc oui, c'est sûr que ça aide pas. Mais je pense que, tu vois, quand Paris avait un game plan avec Edwards, hein, parce que 180 yards à la passe, mais 140 yards au sol et un touchdown. Et quand tu regardes les stats, si elles sont fiables, Berlin est la 14e défense contre la course. Donc, ouais. Il suffit de voir combien tu leur as mis, je crois, 260, je crois, tu leur mets. À la course. Total yards sont à 446 yards, rushing yards 260. Ouais, voilà. Non, mais sur les yards d'Edwards, c'est encore une fois, c'est pas des courses. Alors, il y a des courses désignées. Il y a deux troisièmes et 16. Et 16 qui va chercher à la le course. first down, ils sont bien. Ouais. Et ça, c'est pas des courses désignées, c'est juste que ben, on a lancé forcément des tracés types. Et vu que ben, les tracés types embarquent les défenseurs plus loin, il arrive à s'échapper et à prendre les 16 yards qu'il faut à la course, mais c'était pas des courses désignées. Il en a eu quelques-unes. Encore une fois, peut-être un peu trop à mon goût, mais au bout d'un moment, je pense qu'il va falloir accepter que Zach Edwards a besoin de contact pour se rentrer dans son match aussi. Il a besoin de prendre des coups, un peu comme Andrew Luck, pour ceux qui connaissent. Il a besoin de prendre des coups pour rentrer dans son match. Et il a besoin de courir, en fait, tout simplement. Pour qu'il soit efficace à la passe, il a besoin de courir. Il faut pas, ouais, comme tu dis, il faut qu'il soit mobile. S'il est que fixe dans la poche, on sait que ça va pas être son profil de jeu et il s'adapte un peu à la pression du match et tout. Et Voilà, de semaine en semaine, ça s'améliore quand même. Hein. C'était pertinent cette fois-ci. Il y a eu d'autres matchs plutôt dans la saison où on sentait qu'il forçait. Là, j'ai pas eu l'impression qu'il forçait. Les jeux étaient des jeux pour la course, quoi, tout simplement. Et puis quand il trouvait pas de solution, il y allait. Mais c'était pas forcé pour y aller, quoi. Là, ça paraissait assez pertinent à chaque fois. Il a toujours eu des bonnes décisions. Toi, Julien, qui a fait les highlights,
Moi, encore une fois, après, je pense que c'est lui et on va pas le changer. On pourra en discuter autant qu'on veut. Je pense que les coachs pourront le coacher autant qu'on veut. Il ne changera pas à ce niveau-là. Par exemple, sur son TD je crois que c'est en première mi-temps, son premier TD Oui. à la course. Oui. Tu as le tight end, donc je sais pas si c'était Genmark East qui était en poste tight end ou pas, qui est ouvert, mais tardivement, et qui s'ouvre tardivement. Donc lui, il scramble, et il préfère courir, alors que le mec, il était ouvert un petit peu vers la fin. Donc tu vois, Ouais, quoi qu'il ça se arrive, voit souvent, qu'il a des gars open et qu'il va pas forcément leur passer dessus. On peut le voir sur des trucs qu'il aurait pu passer à Hugo ou à Rémi, et il va courir. parce que c'est pas la première lecture, je pense. Tu vois, comme c'est Ouais. la dernière ou avant-dernière lecture, il n'arrive jamais jusque-là, et il se dit, moi, j'ai pas ma première lecture, j'ai pas ma deuxième lecture, eh ben, je vais cours. courir, en fait. C'est ça. Et donc, c'est le style de QB c'est un style de QB qui est comme ça. Et je pense qu'au bout d'un moment, on va juste devoir accepter. Mais moi, tu vois, là, j'ai une 3e et 6 sous les yeux dans le deuxième quart-temps. À un moment, il a 3 défenseurs sur le dos. Il arrive à esquiver tous les plaquages. Donc, Ouais. bon, c'est aussi une force. Hein. Tout à fait. Et puis c'est pas le genre de QB qui va slide, quoi. Il voit un gars, il va y aller, quoi. Non, Non, ouais, mais non, c'est le vrai, enfin, gars, on disait qu'il avait c'est- besoin de contact, ouais, c'est totalement ça. Le il, gars il- a besoin de rentrer il fait tourner dedans le chrono. Il veut pour rester rester dedans, quoi. vivant. Il veut pas sortir. Toi, au début de la saison, on dit, ah là, il sort et tout. Il fait une erreur à 4e quart-temps. Ouais. Là, vas-y, ça reste au milieu de terrain. Hein. Ouais, non, et puis après, il faut aussi remettre les choses dans leur contexte. C'est un mec qui reste imposant. C'est pas un quarterback miniature. Ouais. Un mec qui a une certaine stature, il est grand, il est physique. Donc, il n'a en fait rien à envier à un DB, par exemple, dans cette ligue. Les linebackers, c'est un peu trop, mais les DB, c'est clair que quand ils voient un DB qui essaie de le plaquer, ben, il va baisser l'épaule. Ça, c'est clair et net. Ok, ben, sur ces belles paroles, les gars, on va passer peut-être au prochain sujet. On avait dit Le prochain, le MVP, on MVP. avait dit, ouais. Alors, MVP. on va commencer par toi, Kevin. Quel est ton MVP de ce match? Alors, j'en avais deux en tête. J'avais Rémi qui avait fait un très bon match, mais ça ira vers Genmark Is, qui, à mon sens, avec ses courses de la première du début de match, a ouvert Début de match. littéralement la défense après derrière à la passe. Je pense que c'est grâce à lui qu'on a planté 28 puis 35. Alors, pas que, parce qu'ils ont. Tout le monde a été très fort, mais voilà, c'est le travail de Is en début de match qui a ouvert un peu les vannes. Toi, Steven, ton MVP? Alors, s'il avait continué sur la lancée de la première mi-temps, j'aurais dit Zach Edwards. Mais c'est vrai que vu que ça a été quand même beaucoup plus compliqué en deuxième, puis on l'a vu quand à un moment quand il se mange de la pression, il lance cet inter qui est complètement idiot, je trouve. Voilà, moi, je mettrais pas Edwards, pour moi je mettrais Hugo Tekedam. Match à plus de 100 yards, 2 TD. Enfin moi honnêtement, on savait qu'il était bon, mais moi cette saison vraiment il m'impressionne. Allez, je vais employer le terme. Pour moi, c'est la vraie bonne surprise en attaque parce que je le voyais peut-être pas forcément prendre autant de place dans l'attaque et honnêtement, il a tellement step up en plus en l'absence d'Anthony Maungu que au final, à l'heure actuelle, tu peux pas dégager un receveur numéro un. C'est impossible. C'est impossible. Et ouais, non, franchement, encore un match super solide donc pour moi, ce sera Hugo Tekeda. Alors, toi, mon Juju. Je veux dire quand même Zach Edwards, parce que j'ai vraiment apprécié son rushing game, alors qu'au début de match, j'ai dit mais c'est pas possible, il court trop, Ça, c'est c'est parce un qu'il a fait une miracle. photo avec toi, c'est ça, Julien? Ouais, c'est sûr. Ah Non, là, non, la mais vie vraiment, biaisée. Il a été acheté. Voilà, les gars. ouais, j'étais acheté en fin de match par Zach Edwards, pour une photo. Non, mais vraiment, j'ai vraiment apprécié son match. Le gars a franchi des caps là, 10 milliards sans touchdown. On peut peut-être penser qu'il vise peut-être un titre MVP, puis il veut faire vraiment une très très belle deuxième année avec Paris. Et pour moi, ouais, c'était genre de match, juste avant de jouer à Madrid et Rheinfire, je voulais le voir vraiment step up, prendre les commandes du match. Alors c'est vrai que bon, il y a encore quelques petits trucs à corriger, deuxième mi-temps et tout, quand tu te fais remonter 27 points, mais c'était plutôt bien, en sachant qu'il y avait des absences dans la défense. Berlin aussi avait une équipe, voilà, un roster un peu avec des absents, mais Edwards globalement, ouais, moi
satisfait de ce qu'il a produit là et j'espère que ça va continuer sur les prochains matchs, quoi. Est-ce que je note quand même qu'au tout début de la saison, on disait ce serait pas sa dernière saison à Paris parce qu'on sera en bout de course et là ça fait 3 semaines d'affilée où il y en a au moins un qui le cite en MVP. Donc, Ouais, on faut signer. alterne, ouais. Oui, parce que moi Ouais. j'avais dit Hugo Tekeda en début de saison sur un match quand d'autres te disaient autre chose. Mais après, je pourrais dire vraiment, parce qu'on va sur les feuilles de stats, il y a des mecs qui n'ont pas de stats, mais ils sont impressionnants en match. C'est Maceo, hein. Regardez Maceo, comment il verrouille des zones. C'est un très bon joueur aussi pour la défense. Après, moi, voilà, pour ce match-là, difficile de mettre un joueur défensif avec le meltdown qu'il y a eu un peu en deuxième mi-temps, parce qu'on a vraiment été mis en difficulté en défense, notamment au milieu du terrain, sur les tracés des tight ends, ou des running backs qui venaient un peu enfin, voilà, au milieu du terrain, entre les deux safety, et dans le dos des linebackers. Donc c'était un peu compliqué, même si David Richardson, tiens, on n'en a pas parlé, Oui. mais fait un bon retour pour son premier match. Totalement. Excellent retour. Hein, Plusieurs passes cornerback qui était défendues, présent. même une sur un end zone là. Tout à fait. Sur une fade en end zone, il défend très bien sur Aaron Jackson. Donc, à noter quand même la performance de David Richardson, hein, pour son retour. Mais ouais, moi, je vais rejoindre Steven. Je vais rejoindre Steven et dire Hugo Tekedam, parce que bah, clairement, ouais, c'est la bonne surprise de cette saison. Enfin, une des bonnes surprises de cette saison, on va pas se mentir. Parce que, ouais, il est juste, pour le coup, pour l'instant, indéfendable. La vitesse, à chaque fois, il éclipse les gars. Il nous a sorti de situations un peu compliquées dans certains matchs, notamment en début de saison, sur des lancers un peu hasardeux, où il fait quand même des gros catchs. Donc ouais, Hugo, au-dessus cette saison, il est vraiment très très fort. Très très fort. Après, concernant Zach Edwards, j'ai toujours un peu de mal parce que c'est quand même un mec, enfin, il est quand même inconstant dans un match. Euh, j'ai du mal parce qu'il y a toujours, je crois qu'on n'a pas fait un match sans perdre de balle. Non. Oui, je pense. Et tu C'est vois, vrai ça, que ça, en QB, je le dis on est souvent, en de toute façon, saison. il y a un Vas-y. problème ball security. Tu vois, même si on va dire à la fin, tu as 15 minutes de plus que l'adversaire de possession de ballon, n'empêche que sur quelques possessions, tu peux lui rendre le ballon et c'est lui qui te remonte. Enfin, donc à la fin, c'est même pas le temps qui compte, c'est ne rends pas le ballon à l'adversaire, quoi. Tout à fait, tout à fait. Je trouve que voilà, on a un gros problème à ce niveau-là. Il faudrait, en saison régulière, contre des équipes moins fortes, ça passe. Mais quand tu vas arriver en playoff, parce que là, quand même, on va pas se voiler la face, on s'y dirige quand même plutôt bien. Là, on a fait une grosse partie du travail pour se qualifier en playoff. Et demain, la semaine prochaine, ça sera encore plus. On pourra en discuter après, mais ça sera. Si on gagne la semaine prochaine. Oui, ça Oui, contre Et Madrid, puis, mais la oui, possibilité aussi de jouer le fait de recevoir aussi à la maison. Parce que là, pour l'instant, en état actuel des choses, tu vas à Madrid en playoff. c'est ça. Mm. Donc, en playoff, contre des équipes. Alors, on verra ce que vaut Madrid vraiment face à nous, mais contre Madrid, contre Vienne, contre le Rhein-Fire, on a vu les petites erreurs, ce qu'elles nous coûtent. On ne pourra pas se permettre de leur donner d'extra possession, quoi. Surtout si, encore une fois, ce sont des erreurs qui ne sont même pas forcées par la défense. Tu vois. Donc, ce sont des erreurs qui sont juste des absences, entre guillemets, de l'attaque. Voilà, c'est toujours un peu plus compliqué. Donc, c'est pour ça que j'ai du mal à mettre Zach Edwards MVP depuis le début de saison. Pas que j'ai un truc contre lui, c'est juste que moi, la protection du ballon pour des supporters de New England, c'est la base. Oui, ça c'est ça chez nous. Hein. Ah, ça c'est sacré. Hein. C'est sacré. C'est sacré. Ok, très bien. Alors, les gars, on a eu un petit événement malheureux cette semaine. Notre ami Jarvis McClam, qui s'est blessé au tendon d'Achille, rupture du tendon d'Achille, alors que sa famille avait fait le déplacement des États-Unis pour venir le voir jouer au Volkspark Stadion de, vous avez vu la prononciation, de Hamburg. On n'attend pas mieux d'un prof d'allemand. Face au Rhein-Fire. Le pauvre, il s'est fait mal en voulant donc faire un saut périlleux. Sur la présentation. Lors de la rentrée. Voilà, sur la présentation. Rupture du tendon d'Achille, oui. Ouais, alors, qu'est-ce qu'on en pense de cette blessure? Une blessure stupide ou c'est juste malheureux? Non, totalement stupide. Stupide. C'est stupide. Enfin, je fais pas un backflip. Enfin, je sais pas. Vous trouvez ça stupide?
Alors, Parce On qu'on sait peut que ça pas peut arriver, tu l'as déjà vu en NFL, même en football, bah, c'est n'importe qui à alors, n'importe quel il y a niveau qui, tape un c'est backflip. qui se blesse en rentrant sur le terrain Au il n'y a pas Super si Bowl, longtemps que ouais, ça. c'est Dre En, Greenlaw. voilà. Ah ouais. Mais enfin, autant c'est pas de chance. Clairement, c'est pas de chance. Mais enfin, ton backflip, pardon. Juste C'est un avant, backflip, c'est vraiment un truc. Athlétiquement, c'est est-ce que c'est incroyable. nécessaire? Est-ce que c'est Mais nécessaire Alors, de prendre le risque juste avant le match? moi, je vous trouve ultra dur, les mecs. Très honnêtement, je vous aime bien, hein, mais je vous non, mais trouve vas-y, ultra vas-y, dur. vas-y. Le mec, il est hypé de fou. Pour remettre les choses dans leur Ouais, contexte. ouais. Tu joues dans le stade du HSV, donc du Devant HSV 25 de 000 Hambourg. personnes. Donc devant 25 000 personnes. C'est un stade qui est mythique en Allemagne, puisque Et en plus, Hambourg, à c'est la base, quasiment avant de descendre en Bundesliga 2, c'est un ténor du championnat allemand. C'est 25 000 personnes. Ta famille est venue. C'est face au Rheinfire. Il y a une ambiance de malade en début de match. Tu fais un backflip que c'est un truc que alors c'est un truc, les Américains adorent faire des backflips. Regardez, à tous les niveaux, c'est-à-dire que même des high schoolers, des lycéens, font des backflips. Franchement, si tu ne prends même plus de fun à ce moment-là, si tu décides, te dis que tu prends pas de fun à ce moment-là, tu le prends quand le fun, tu vois? Parce que en gros, tu sais très bien que tu vas pas battre Ryan Fire quand tu rentres sur le terrain. Tu sais très bien que tu vas pas le battre. Donc, tu essaies de t'amuser un maximum, surtout qu'il y a ta famille qui est là, il y a une belle ambiance. Tu fais un backflip. Quelle est la chance de se blesser sur un backflip? Tu as autant de chances de te blesser sur un backflip Ouais. qu'en queutant, Oui, ça en reste faisant sur un malheureux. tracé slant. Ah, Mais moi, en ça fait, me ça se fait trouve, croire. il se serait fait mal sur un tracé slant début du match. oui, mais sur le tracé slant, il y avait une utilité à ce tracé slant. Alors que là, c'est quoi l'utilité? Tu prends du Pour le plaisir. match, Tu prends du plaisir. ouais, mais moi, tu On va m'enlèveras dire, pas de l'idée que pour moi, c'est stupide. Même si ça, c'est réussi, c'est très bien, c'est très C'est joli, sûr, c'est moi je nickel. pense plus que c'est Mais malheureux, plus que stupide, puisque encore une Les fois, deux. c'est pas un geste dangereux. Encore si c'était un geste oui. dangereux, ce n'est même pas un geste dangereux. C'est pas dangereux, mais enfin, tu retombes quand même de Bah, quand tu d'un sautes, mètre tu retombes sur tes 50 pieds. sur tes tendons, c'est pas Mais quand tu anodin. sautes, tu tombes sur tes pieds, hein. Je suis désolé, tu peux te faire Oui, pareil mais en sautant sur place. quand je saute, moi je décolle de 30 cm, je fais pas un backflip où j'atterris de 1 mètre. En Puis en fait, plus, je suis tout petit, donc ouais, la facture est salée parce que c'est toujours compliqué en ELF de perdre un import américain. Tu en as 4 par équipe. Tu vois, déjà, quand quelqu'un va sur hier, faut le remplacer. Tu vois, Paris, là, ils perdent Chandler Jones, ça va reprendre Richardson. Il y en a, ils les remplacent pas immédiatement, ils prennent des joueurs locaux. Voilà, sur le plan. Et même lui, tu vois, qui l'année dernière quitte les Raiders avec son pote, le QB, je sais plus son nom, je crois, Christian Ouais, non, Strong. j'ai plus le nom. Mais en fait, c'était même pas sûr qu'il allait venir jouer cette année, tu vois. Et il signe à Hambourg, il est content de venir. C'est en fait là considéré comme le seul match à domicile de la saison pour Hambourg, parce que c'est le seul à Hambourg. Les autres, c'est dans des autres stades, dans des banlieues ou des autres villes. Et ils ont même le match international là en Croatie en fin de saison. Donc c'était vraiment le plus gros événement de la saison pour Hambourg. C'est pour ça aussi, tu vois, là, quand il libère Javalan Smith, on se dit, bon, putain, vous libérez un QB, c'était pas de sa faute dans le match. Bon, apparemment, Fulford a fait un peu, malgré la défaite, ça va, il s'est acclimaté vite. Ouais, enfin, voilà, on va Mais en voilà, parler on après, en mais reparlera. il a Mais des voilà, tu lectures. vois, c'est vrai que depuis 2 semaines, on se dit, Hambourg, c'est le moment ou jamais de relancer la saison. Et il y a cette blessure là qui tombe, et tu sais que ça va impacter. c'est pour ça que je dis que c'est plus malheureux que stupide, encore une fois. Ouais, Parce que oui, c'est un geste, la malchance l'emporte surtout, je dirais, parce que c'est vrai qu'au final, parce mais que c'est un est-ce qu'il geste, fallait vraiment le faire? c'est un geste Putain. anodin. C'est un geste anodin. Encore Ouais, ouais. pour nous, être humain lambda. Oui, alors, faire un backflip, jamais de la vie, je tente. Mais Quand t'es pour eux, Tyreek Hill, oui, t'en fais tous les 5 minutes. Enfin, ouais, t'en fais tout le temps des backflips. Et encore une fois, pour eux, c'est le truc le plus anodin au monde. Il aurait pu, comme tu vois Dre Greenlaw au Super Bowl, parce que lui, Dre Greenlaw, pour le coup, il rentre juste sur le terrain, tu vois. ouais. Ah, là, c'est malheureux. Mais oui, mais là aussi, je veux dire, encore une fois, c'est un geste dans la hype du terrain, enfin, du début de match, de la présentation. Encore une fois, ça se comprend. Le public, ça le fait kiffer, ça le fait kiffer. Tout le monde aime. Il n'y a pas de. Enfin, pour moi, il n'y a pas mort d'homme, quoi. Si tu prends pas de plaisir dans la vie, à quoi sert de vivre?
Tu vois, donc. Non, mais on verra comment Hambourg va Je se sais relever de pas ça. quoi te Hein. dire. Bah, Fulford, il va courir. Qu'est-ce que tu veux? Il n'y aura plus de receveur. Bon, Il va courir. justement, en Euh, parlant de Fulford, est-ce que vous avez un petit mot à dire sur ce match Ryan J'ai Fire pas encore regardé ce match-là, donc bah, j'ai moi, juste vu les stats et quelques clips. Bon, après, ouais. voilà, Fulford fait Fulford de ce qu'on avait vu de ces 2 matchs aux Raiders. Hein. Après, bon, ben là, il perd un receveur américain. Alors, à voir qui s'y remplace par un autre receveur américain ou pas. Regarde, est-ce qu'ils n'auraient pas signé désolé, là, moi les noms, j'en lis beaucoup. Mais là, Rainfire, ils avaient récupéré Kelvin McKnight. Devin Extal Devin Extal, voilà. Pourquoi ils n'avaient pas récupéré Devin Extal, tu vois, qui était vachement intéressant, Rainfire. Il y a plein d'Américains comme ça qui Ouais, sont je à pense qu'ils dispo. vont pas. Les postes de receveur chez les Américains, je pense que tu peux Chez les Allemands. Tu veux dire, Des- quand les Allemands qui re-signent des Américains Ouais, voilà, tout à fait. Ouais. Tu peux ou... en trouver des Américains. Oui, de toute façon, oui, les Allemands en trouveront des Américains ou même des Allemands. Enfin, Il y a pas de. Je m'en fais pas trop à ce niveau-là. ouais. Même si McLam, il venait Mais pour c'est remplacer plus. Malik Stanley, je pense qu'ils peuvent trouver un mec potable. Moi, pour en revenir vite fait sur Fulford, alors, il est pas bon en première mi-temps. Alors, à sa décharge, c'est son premier match. Ça faisait quelques jours qu'il est là. Et puis, oui, il met des points en deuxième mi-temps, mais la deuxième mi-temps, quand il met des points, le match est déjà plié. Et c'est les remplaçants du Fire qui sont sur le terrain. Ouais. Voilà. Et puis il y a des lectures quand même. Pouah, c'est chaud. Hein. Tu regardes la deuxième interception qu'il lance plein axe là. Comment tu fais pour pas avoir le mec du Fire quoi. Enfin, bon, je sais pas. Hein, moi je leur souhaite le meilleur, mais ça me Après, paraît, ça me paraît compliqué. il est peut-être rouillé aussi. Hein. Après, pour le coup, moi, je veux pas lui jeter la pierre. Oui, Parce que c'est, oui. pour le coup, pas de sa faute. Là, la personne qui l'a mis dans cette situation-là, c'est la personne qui a décidé de se séparer de Javarian Smith. Ah, mais totalement, Oui. totalement. Lui, entre guillemets, on lui propose le poste, bah le gars va pas dire non. Ah, ça, Il va c'est pas dire clair. non. C'est là que c'est un peu les surprises là quand on regarde le classement dans la conférence Ouest. Cologne, ils sont passés devant Hambourg et Francfort, quoi. C'est Et en impressionnant. parlant de surprise, justement, ce match, on a eu la surprise du week-end. Enfin, on a eu 2 surprises ce week-end. Première, c'est la victoire de Cologne face à Francfort. Donc, messieurs, qu'est-ce qui se passe à Francfort? Ah, ils sont plus forts. Un petit peu. J'entends beaucoup là qui disent que le coaching cette année est vraiment moins bon et que même tu vois si on inventait un peu le recrutement off-season, bah de toute façon il y a des changements depuis. Et C'est un trou noir dans la galaxie. Il s'effondre, ouais c'est ça. Là, on est à bientôt 1 heure, fallait que la blague tombe. Non, mais je sais pas comment Julien fait pour rester aussi stoïque. Non, mais Julien, c'est incroyable. Le mec, il Le gars, reste il sérieux. enchaîne. Ah, non, mais... Un trou noir dans la galaxie, là. Ouais, j'aurais dû me taire et ça aurait fait trop noir dans le podcast. Non, par contre, Kevin, celle-là, trou noir dans la galaxie, autant la première était moyenne. Trou noir dans la galaxie rentre dans le top 2 de ce que tu as dit cette année. Je l'avais sorti en preview, je crois, déjà. On va écouter les podcasts, on fera les C'est highlights pas de mal. blagues. Pas mal. Mais moi, je pense que le problème à Francfort, c'était le quarterback. Je pense ils ont surestimé Luke Zaraka, Ouais. concrètement, et ça se paye. Markel Castle, c'est pas une réussite cette année. Et la défense, elle a été très décevante face à l'attaque de Cologne. Alors, l'attaque de Cologne qui avait mis quand même quelques points face à nos mousquetaires, hein, il ne faut pas quand même le préciser. Mais je ne voyais pas Cologne en mettre quasiment 40 à Francfort. Et l'homme du match, c'est Bijan Harris, le cornerback américain qui est arrivé pour son premier match face à Paris, qui avait fait un pick six et qui là score encore de nouveau. Donc très bonne pioche du côté des Centurions qui pourrait créer des petites surprises lors de cette saison au final. Hein. Comme ça, c'est bien toujours de voir Cologne et au pire rebondir, toi, si t'as les projets de Hambourg et Francfort qui sont pas à la hauteur de ce qu'ils avaient visé off-season, au final, tu te dis, c'est bien, il y a le petit poussé de fond de conférence qui se réveille et ils sont super intéressants à voir jouer au sol. Isaiah Weed, moi j'aime bien, le gars il se développe tranquille, ils sont pas en mode, ça y est, Weed, il est responsable de nos défaites, on le vire comme un... Voilà, non, on le garde et puis on développe... Et ça joue du football intéressant à regarder à Cologne, je trouve. Et ce qui est bien avec Cologne, c'est une équipe qui ne... Et Barcelone, c'est pareil cette semaine, qui n'a pas tout lâché, en fait. Ils ont continué à se battre, ils continuent à se battre, et quoi qu'il arrive, c'est des compétiteurs, et ils vont jouer leur match jusqu'au bout, comme on fait un petit peu les Barcelonais aujourd'hui, hier plutôt face à Madrid, ou avant-hier face à Madrid plutôt. Avant-hier.
ou même s'il y a 54-0, ils ont joué jusqu'au bout le match, ils ont essayé de montrer ce qu'ils savaient faire. Même si ça n'a rien donné, au moins, ils ont eu le mérite C'est de se battre lors de ouais, ce match. c'est toujours 54, mais en demi-temps cette fois-ci. Ouais, c'était en fait, mais en demi-temps, tout à fait, c'est vrai. Et puis, la deuxième surprise du week-end, c'est les Mercenaries de Suisse, là, nos Helvetic Mercenaries, qui passent pas loin au final d'un Ouais. petit upset face à nos amis de Vienne. Vienne. Oui. Bah, eux, ce sont les vrais couteaux 49 suisses, à pour 40 le pour coup. Vienne. 49-40, ouais. Mm. Dans un Et haut puis, scoring. oui, ils ont planté 40 points. Ils ont planté 40 points. Ils ont 12. Autant qu'ils en prennent 49, bon, ça se sentait, mais alors qu'ils en Il en prennent qu'ils a en prennent 22 dans le dernier quart-temps. Mais c'est vrai que bah, là, tu parlais, bah, t'as une petite équipe qui lâche rien. Il y a que des changements des coachs et puis de joueurs à tous les postes. Là, ils ont signé Darius Saint Robinson, là, qui avait été libéré des Ravens. De Munich, ouais. Là, très, très bien, là. Très bonne signature. Ah. Là, dans le match, Carlton Lincoln Jr., il fait un super match. Quasiment 500 yards à lui tout seul. Hein. Ouais, 29 sur 44, 396 yards à la passe, 4 touchdowns, 2 interceptions, 85 yards au sol, un touchdown. Un monstre, pareil, comme tu vois, on pourrait dire, tu vois, même s'il y a beaucoup peut-être de problèmes en interne chez Mercenaries, ils n'ont pas dit on vire le QB américain, c'est lui le responsable. Tu vois, comme quoi, quand on repense au départ de Javarian, on dit mais c'est bizarre, tu vois, pourquoi Et les petites équipes ne virent pas leur QB. Et Aiken, il est incroyable, c'est un passeur qui est vraiment bon. Et encore double menace au sol, incroyable. Et alors, j'avais une question. Parce que là, je vois donc 22 points dans le dernier quart-temps. Est-ce que c'est pas les Vikings qui ont fait tourner? Et du coup, ça montrerait peut-être une faiblesse de banc côté Vienne. Ou est-ce que c'est vraiment les mercenaires De ce que j'ai vu, ils n'ont pas trop tourné, non, parce que sur le dernier drive de Vienne, ils essayent dans les dernières minutes, eux, de vouloir remettre encore des points au cas où ils rentrent le ballon. Donc non, j'ai pas eu l'impression, ils n'avaient pas trop d'absence. Ils ont joué avec Rhys Horn, 9 réceptions sur 45 yards, 3 touchdowns. Noah Touré aussi, là, qui est un rookie, bon match. Ils ont leur running back, Kari Payarinen, un monstre. Ben Holmes, 4 touchdowns, une interception. Non, tu vois, il y a que 3 penalties de chaque côté pour chaque équipe. Non, ça paraît pas, mais c'est en Mercenaries. Ils ont joué leur meilleur football de la saison. Offensivement, ouais. Défensivement, ils ont choisi le mauvais match pour prendre 40 points. Ouais. 49 points, en fait. Et c'est là c'est un petit peu, pas décevant, mais c'est un petit peu rageant quand tu te dis que pour une fois que ton attaque passe les 20 points, et là, carrément, elle en met 40, défensivement, c'est le premier match où, en fait, défensivement, ils craquent complètement. Ouais. Puisque même s'ils jouent contre Stuttgart, ils prennent, en fait, que 33 points, en fait, en soi. Parce que quand ton attaque, elle n'avance pas d'un yard et que tu prennes que 33 points, au final, c'est que ta défense, elle fait un excellent taf. La défense, elle a été un peu, à mon avis, un peu en deçà de ce qu'elle peut faire, ce qu'elle a pu montrer, en tout cas, cette saison. Et c'est dommage, parce que quand l'attaque, elle marque 40 points, ça tombe mal, quoi. Mais c'est vrai que toi, chez Vienne, il y a les deux DB américains, Xavier Edwards et Hunter Nichols, qui sont encore sur hier. Et là, dans le match, tu vois que ça manque un peu, hein, parce que au final, tu as Helvetic obligé avec Carlton Aiken, 400 yards à la passe, 4 touchdowns, sur 520 total yards. Ils envoient 410 yards à la passe. En passing, en total passing, hein, quand on fait le découpes, mais en 410 yards envoyés. Donc bon, voilà, tu t'exploites aussi les absences chez Vienne, quoi. C'est vrai que Vienne, cette saison, quand on regarde bien, je sais pas ce que vous en pensez, Steven et Kevin, mais cette saison, il y a quand même des petits signes de faiblesse en défense, notamment. Après, c'est le problème aussi de jouer dans une conférence faible. Ouais, tu sais pas où t'en es, quoi. Et donc, c'est quand tu vas prendre. C'est en playoff qu'ils vont le savoir, tout simplement. Un peu comme l'année dernière, quoi. On l'avait déjà soulevé, ce problème-là, justement. De se dire que oui, c'est très bien quand tu es invaincu, quand tu roules sur tout le monde, mais il faut voir aussi les adversaires que tu as en face. Et c'est entre guillemets la force que nous on a dans notre division, enfin dans notre conférence, quoi. Donc c'est que t'en baves, mais un peu bon pour changer de sport et voir ça un peu différemment, un peu comme là à l'Euro, tu vois l'Espagne ils ont eu aucun match facile, alors que de l'autre côté l'Angleterre, bon, ils affrontent pas forcément les meilleures équipes
En plus d'être mauvais, ils Non, ont enfin, des bonnes techniques. voilà, déjà, ils ont été mauvais, et puis bon, voilà. Mais il y a que en étant toujours. De toute façon, Rémi l'a parfaitement souligné tout à l'heure, et puis même les autres invités les semaines précédentes. C'est en t'entraînant et en jouant face aux meilleurs que tu deviens meilleur. Tout simplement, c'est vrai, c'est exactement ça. Mais ouais, je tiens quand même à préciser que Vienne inquiète un petit peu parfois défensivement. On a vu que Berlin, en fait, doit gagner le match parce qu'il mène de. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois qu'il mène 24-9 dans le dernier quart-temps. Au bout d'un moment, il y a 24-9 dans le dernier quart-temps pour Berlin, et Berlin réussit d'une façon ou d'une autre à perdre le match. Ils arrivent à se faire ouvrir quand même un petit peu dans la secondary, et ce serait en fait peut-être un peu leur downfall arrivé en playoff. Et je suis en train de regarder, mais est-ce que ce serait pas nous qui les aurions en playoff? Bon, Ben, pour l'instant, c'est bien d'en on va à parler. Madrid pour l'instant. Oui, mais Justement. en wildcard, mais après le wildcard, il me semble que c'est bien. Ah, après, oui. Ah oui, de Justement, toute c'est façon, bien d'en Vienne, parler. Sierre, ça va être first, second seed, donc oui. Vous faites bien d'en parler, les gars. On va parler des playoffs, justement, la playoff picture. Est-ce que tu peux nous la donner, Julien, toi qui es le monsieur stat de TF1? Je l'ai sous les yeux, celle d'aujourd'hui. Vous voulez savoir quoi? Alors, De toute façon, les match-up à l'heure actuelle. match-up wildcard, on aurait Raiders Tirol contre Stuttgart Surge. Bah tiens, c'est bizarre. Pourquoi le Surge est passé 3ème, ils sont plus second seed. Ah, c'est Renfire. Oui, Ouais, Renfire, ouais, Renfire avec 7-1 et second seed, et c'est Vienna Viking qui est first seed. Donc sur le wildcard, on aurait Raiders Tirol Non, il y a un problème. Stuttgart Surge. Bah bon, je me fie Il y a à un problème parce que le l'article Surge est à 1, est à 100%, comme Oui, Vienne. mais c'est ça. C'est pas possible. Oui, attends. Voilà, tu remplaces Stuttgart Non, parce que Renfire a plus de victoires que Stuttgart. Pour ça. Donc, Ouais, mais ça joue voilà. joue pas au pourcentage, d'accord. Bah non, pour l'instant, ouais, tant que la saison n'est pas finie, ça va être Ouais, la différence de match je l'aurais joué. joué, Renfire, il va avoir des 2 bye week bientôt, donc voilà. Donc on Parce aurait que là pour l'instant, Raiders Tirol ils ont une Stuttgart. défaite. Nous, on jouerait à Renfire. Madrid. Et tu vois, Berlin, In the Hunt, Berlin, Munich. Donc là, à l'heure actuelle, si on a Stuttgart, donc tu m'as dit quoi? Donc Stuttgart contre Raiders. Ouais. Là, vous voyez qui passer, là. Bah, Stuttgart, hein. Stuttgart, hein. Même si j'aime bien la défense Tirol. Les Raiders, c'est intéressant aussi, mais ouais. Ils n'arrivent pas à battre encore la grosse équipe. Hein. Voilà, Non, c'est ça. ouais. Et 2 matchs de suite où Nkosi Perry, le quarterback, il fait 3 interceptions par match. Donc, Ça fait beaucoup, aussi, hein. les turnovers font beaucoup, alors qu'ils ont une défense qui lâche pas du match. Donc c'est dommage que ton attaque. Voilà. Puis Stuttgart Kader, tu l'as eu ce week-end, justement. Mais donc là, on va avoir un aperçu de notre match de playoff, hein, parce que là, en l'état, on jouerait contre Madrid. À mon avis, le Surge va faire 12-0. Ouais, Surge et Vienne, de toute façon, calendrier. Surge, ça pourrait quand même tomber à un moment. C'est pas passé loin. Mais, ils ont Panthers, Dragons, Seamen, ils ont Raiders, Dragons et Mercenaries. Ouais, bah, Raiders comme là, parce que tu vois, ils perdent de 5 points. À 5 points près, ils perdent, mais le QB en face a envoyé 3 interceptions. Donc le prochain match. Renfire, ils ont encore Paris à se taper. Hein, donc je suis pas sûr. À mon avis, ça serait. Mais bon, j'espère que la Ligue va faire tout pour que le Renfire n'ait pas une belle bye week de playoff, alors qu'eux, ils ont 2 bye week tardifs et ils sont en bye week en semaine 14. Donc si le Renfire aurait bye week semi-finaliste, ils auraient 2 semaines de repos avant de jouer la première match de playoff. Ouais, mais je sais pas si c'est idéal non plus, 2 semaines. Donc, oui, voilà, je crois qu'on a parlé peut-être dans l'émission. Oui, on l'a parlé la semaine dernière. Green Bay l'a déjà fait. Un rythme, t'imagines, chaque semaine, Glenn Tunga, il fait je fais mes 200 yards, je mets mes 3 touchdowns, et là, pendant 2 semaines, il fait plus rien. C'est ça, le mec va s'ennuyer, tu sais. Donc, ouais, non, c'est bien. On commence à rentrer dans le calendrier de la saison. On se dit, ouais, c'est peut-être déjà les aperçus de certaines affiches de playoff. Ça va être simple. Et puis les équipes qui veulent y aller, quoi. Berlin, Munich, même les Raiders, c'est à peu de choses près. Si soir, ils peuvent les rater. À l'Est, de toute façon, t'as Berlin et les Panthers qui sont à 4 défaites et qui ont encore Vikings à se taper. Et le Surge pour les Panthers, donc ils vont tomber à 5 facilement. Donc eux, ils peuvent dire bye-bye au playoff. Et derrière, donc ça va se jouer entre le trio dans la conférence Ouest et du coup les Raiders et Munich
qui eux vont se tirer la bourre en dernière semaine. Il y en a un qui va certainement tomber. Donc c'est pour ça que je disais que les playoffs commençaient à se dessiner, puisque si on bat Madrid, alors bon, déjà on s'assure d'un bilan minimal à l'équilibre, mais en plus, je pense qu'on gagne facilement au moins le Galaxy et Cologne. Donc on serait plus qu'à un match quoi, de sécure le playoff spot. Quoi. Et t'as un Raiders at Ravens en dernière journée. Oui, c'est ce que je disais. Ouais, C'est donc, ce que je disais. Bon, il y en a un des deux. mais il me semble que de toute façon, sur chaque saison LF, la dernière journée, c'est des implications playoff énormes. Hein. L'année dernière, j'ai pas su en tête l'année dernière, mais il y en avait. Hein. Pas pour nous en tout cas, ça c'est sûr. Ouais, moi- Ça permet de faire la transition. J'ai une petite question. Alors, je vais pas vous demander qui vous voyez gagner, remporter le titre cette année, parce que bon, on va pas, voilà, on va tous dire la même chose, je pense. Mais j'ai une question différente. Si je dois vous donner, si vous devez me donner votre power ranking du top 5 des équipes là à l'heure actuelle de la ligue, ce serait quoi, Steven? À l'heure actuelle, le Fire, bien sûr, premier. Parce que là, ils ont atteint vraiment leur niveau de croisière et ils vont être assez compliqués, pour rester poli, à aller chercher. En deuxième, j'ai envie d'être chauvin, j'ai envie de mettre les mousquetaires. Parce que tu as le niveau, clairement. C'est de la constance, mais tu as le niveau ouais, pour aller en finale et être dans les deux meilleures équipes. Troisième, moi je mettrais le Surge devant les Vikings. Parce que comme on l'a dit, les petites lacunes défensives des Vikings, moi personnellement, m'inquiète un peu pour eux. Et comme on l'a dit, le fait d'être seul aussi devant, c'est pas forcément une bonne chose pour eux. Quoique après, le Surge, c'est un peu la même, hein, si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, moi, il m'impressionne plus que les Vikings. Et puis bah, derrière Vikings et puis Madrid qui est la bonne surprise de cette année et qui dans les playoffs, bon, il y a des chances qu'ils y soient. S'ils y vont, en tout cas, seraient clairement outsider. Ils auraient rien à perdre. Donc voilà. Kevin, ton top 5. Alors moi, ça va être assez simple. Je mettrai déjà les trois de la conférence Ouest dans l'ordre. Donc c'est Fire, Madrid, Paris pour le moment. Ça pourrait switcher de la semaine prochaine, mais je pense que pour le moment, en termes de momentum, Madrid est un peu au-dessus. Mais voilà, on va très vite le savoir de toute façon dans quel ordre ça se joue après. Et Surge en quatrième et Vienne, parce qu'effectivement, comme disait Steven, de toute façon, on n'a pas vu encore les Vikings avec une grosse adversité. Et à mon avis, ça très vite, le rideau va très vite tomber quand les pentes vont s'élever. Et je pense le Surge est un peu au-dessus. Alors toi, Julien. Alors déjà, si je me base sur mon power ranking que j'avais fait pour la semaine 7, j'avais mis Madrid en 5, Rheinfire en 4, Paris 3e, Stuttgart 2e et Vienne 1er. Et là, moi je fais mon power ranking souvent le mercredi pour le jeudi, même avant. Et je pense qu'à mon avis, mon top 5 là, ça va être... je pense que je vais laisser Vienne premier encore là pour cette semaine. Ça pourra changer un peu peut-être plus tard, on verra. J'ai beaucoup de critères. Mais je pense que je vais passer Paris 2e, Surge 3e. Je vais laisser Rheinfire 4e ou alors je les monte parce que ça joue à peu de choses près et Madrid 5e. Donc je suis vraiment surtout sur ce top 5 qui va être sur les équipes en playoff. Mais bon, sur le power ranking saison régulière, on pourrait avoir, je pense... quand je vois, j'avais mis Rheinfire 4, mais je pense que je vais peut-être même les faire monter 3, Paris, voilà. Paris en 3, Rheinfire en 4, Madrid en 5. Il va y avoir beaucoup de mouvements. Là, ça faisait 3 semaines sur les 3 semaines de saison régulière d'avant qu'il n'y avait pas grand-chose à faire monter, descendre, à part le bas de tableau. Parce que dans le haut, c'est serré. Et que, j'analyse aussi beaucoup les forces du calendrier, qui met des points, qui encaissent, beaucoup d'éléments. Mais là, je vais dire, Vienne, premier, deuxième Paris, troisième Surge,
Même Surge, je le ferais passer 4e, Rainfire 3e, Madrid 5e. Ok, moi, alors, pour mon top 5, j'aurais donc en 5e Madrid, pour l'instant. En 4e, les Vikings de Vienne. En 3e, nos Mousquetaires de Paris. En 2e, le Rheinfire, parce que de toute façon, ils nous ont battus, donc ils ne peuvent pas être après nous. Ça, pour moi, c'est factuel. Et en premier, les Stuttgart Surge, qui pour moi sont pas loin d'avoir avec Paris le meilleur effectif de la ligue. Donc je partirai sur ce top-là. Je mets Vienne à 4 en 4e parce que, ouais, comme vous dites, un peu, ils ont rencontré personne. Donc compliqué de les juger. Mais bon, ils ont quand même un bilan parfait pour l'instant. Donc il faut quand même rendre à César ce qui appartient à Jules. Mais sinon, ouais, Madrid après Paris, ça pour moi, pour l'instant, j'attends de voir. On verra, on aura confirmation ce dimanche ou pas, justement. Et ensuite, bien évidemment, les deux ténors pour l'instant, les deux finalistes de l'an dernier, tout simplement, en tête. Ok, messieurs, ben, je crois que on a fait le tour. Hein, notre émission touche à sa fin. Donc, permettez-moi encore une fois de remercier mes compagnons, Steven de la Red Company, qui va aller faire un gros dodo ce soir. Ouais, un gros dodo ce soir. Et d'ailleurs, j'encourage parce que du coup, là, on va entamer notre campagne Ah, vous êtes en déplacement aussi, comme les joueurs. Hein. de déplacement à travers l'Europe. Alors là, du coup, il y a des gars, bien sûr, qui se déplacent à Madrid. On a encore des places pour ceux qui veulent justement aller taper le Fire à Düsseldorf. On a fait de la pub là encore sur Instagram, donc n'hésitez pas si vous voulez faire la fête et encourager nos mousquetaires dans des matchs qui vont vraiment être cruciaux pour cette fin de saison. N'hésitez pas à nous rejoindre, il y a encore des places pour le Fire. Voilà, faut se manifester rapidement, mais voilà, c'est possible. Je tiens à le préciser d'ailleurs, la Red Company qui a encore fait un énorme match ce dimanche, et qui confirme son statut de meilleur groupe de supporters d'Europe, à mes yeux. Parce qu'en plus, j'ai eu la chance et l'honneur de les rejoindre voilà, en deuxième mi-temps. J'ai fait toute la deuxième mi-temps avec eux. Donc, franchement, c'est génial. L'ambiance, elle est folle. Par contre, les gars, ils sont physiques. Voilà, les mecs, ils viennent pas, tu vois, ils se sont pas réveillés le matin, ils se sont dit on va être supporters. C'est un vrai sport. Hein, je tiens à le confirmer. Il y a plusieurs moments, j'ai dû m'asseoir parce que je ne pouvais pas suivre. Tu vois. Et d'ailleurs, petite mention particulière parce que comme tu défends César ce qui est à Jules, comme tu as dit tout à l'heure, mention spéciale aux supporters du Thunder qui s'étaient déplacés, qui n'étaient pas beaucoup, mais le gars au tambour, il avait un tambour, il était magnifique. Ouais, c'est vrai que faut dire les choses et va falloir investir l'année prochaine quand même. Parce que franchement, quand tu vois, ne serait-ce qu'à lui tout seul, le bruit qu'il fait, si on réussit à choper un truc de ce niveau-là, ça va être encore pire. Ça va être encore pire. Ouais, non, franchement, très gros match de la Red Company. Et ouais, les supporters de Berlin qui étaient peu nombreux ont quand même su se faire entendre. Donc, et puis c'est bien de voir la communion entre les groupes de supporters parce que c'est pas comme on appelle le soccer, mais le foot européen, entre guillemets, où on a souvent des affrontements. Ici, c'est bien l'inverse, puisqu'on s'est retrouvé lors du tailgate avant le match, avec les supporters allemands, à lancer la balle, à jouer, à discuter, à sympathiser. Donc, encore une fois, superbe ambiance. Et ça, c'est aussi du fait de la Red Company et de tous ceux qui adhèrent et les membres qui la font vivre. Donc, encore un grand merci à vous et à ce que vous faites. Julie,